Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me rendre à Montaut, dans les Landes, pour partir à la rencontre de Mathieu Dupuy. Mathieu s'est investi sur l'exploitation familiale avec ses parents qui produisent, comme beaucoup de fermes aux alentours, du canard commercialisé en vente directe sous toutes ses formes et notamment un excellent foie gras que j'ai eu la chance de goûter. Il produit également du maïs pour nourrir les animaux. Mais Mathieu en est convaincu. La pérennisation de la ferme passera par la diversification. Et il n'a pas fait semblant, puisqu'en s'installant, il s'est lancé dans la production de thé. Je dis souvent que les agriculteurs sont des entrepreneurs et on en a ici encore une belle illustration. Mathieu s'est lancé de zéro, il a réussi à convaincre les banques et a planté ses premières plantations en 2023. Il se forme, il teste, il échoue, il se relance, bref, un projet entrepreneurial avec ses hauts et ses bas. Et en plus de nous raconter son aventure, Mathieu nous dit tout sur la production de thé pour que ce breuvage de notre quotidien n'ait plus aucun secret pour nous. J'en profite pour remercier Mathieu pour son accueil et ce super moment qu'on a passé sur son exploitation. Allez, je vous laisse en compagnie de Mathieu. Bonne écoute! Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Merci à toi. Donc on se trouve à Montaut, en plein cœur de la Chalosse. Là, on est en plein dans le champ de thé, donc c'est un champ un peu expérimental. Donc j'ai 29 ans et 3 quarts. Je me suis installé il y a 1 an et demi sur l'exploitation, où j'ai décidé du coup d'essayer d'innover un peu et de me diversifier. Et donc j'ai fait une plantation de thé, de Camellia sinensis, pour fabriquer mon thé derrière. Et donc on est en plein cœur du champ. Ouais, et alors ça a été quoi pour toi le déclic de devenir agriculteur ? Agriculteur, je pense que le déclic c'est surtout quand je suis né. J'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours vécu à la ferme, donc voilà, c'est une vocation depuis toujours et j'ai réalisé un peu un rêve en m'installant. Tu m'as dit quand même qu'il y a eu un moment où tu as refusé de t'installer parce qu'on a pris le café pendant 1h30 à peu près avec Mathieu. Du coup, on a enregistré, on a fait l'épisode sans l'enregistrer, donc on va tenter de le refaire bien. Mais ouais, tu me disais qu'à un moment, tu avais refusé de t'installer. Tu peux nous dire pourquoi ? Ah oui. Bon, on n'a bu que le café, je vous rassurer quand même. Mais, en fait, j'ai fait un BTS agricole et ensuite j'ai décidé de partir à l'aventure un peu. Je suis parti en Australie travailler pendant quelques mois, pour essayer de découvrir ce qui se faisait ailleurs. Et à mon retour, donc j'avais décidé, c'était décidé à mes parents de m'installer. Et on est tombé en pleine grippe aviaire. Voilà, sur l'exploitation, notre activité principale, c'est le gavage et la transformation à la vente directe de canards. Et en pleine grippe aviaire, c'était très compliqué à m'installer. Je ne voyais pas forcément d'avenir à ce moment-là dans le canard. Donc j'ai décidé d'aller travailler ailleurs pendant quelques temps, le temps que les choses se tassent. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, tu trouves bénéfique d'être allé voir un peu ailleurs avant de t'installer ou tu regrettes ce concours de circonstances et tu aurais préféré t'installer directement ? Non, c'est complètement bénéfique. Enfin, je suis très content déjà d'avoir voyagé, d'être allé en Australie parce qu'on peut voir autre chose ici autour. Il y a plein de choses qui se font. Mais rien que d'être dépaysé et voir vraiment d'autres productions, un autre climat, plein d'autres choses. On dit que le voyage, c'est pas forcément pour voir des paysages, c'est fait pour ouvrir les yeux. Donc rien que ça m'a énormément aidé. Après, même personnellement, au niveau de développement personnel, c'est quelque chose de super. J'ai fait plein d'expériences après derrière, plein de boulots différents. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'aide énormément. Je vois les choses différemment. J'essaye d'anticiper un peu tout ce que je fais. Ça ouvre les yeux, ça permet d'aller découvrir des cultures comme le thé, des choses un peu particulières et pas avoir peur d'y se lancer dedans, quoi. C'est là que tu as eu l'idée ? Alors en Australie, parce qu'au pays du canard et du maïs, parce qu'on est quand même en pleine Chalosse dans les Landes, c'est un peu original. l'Australie, c'est là où j'ai vraiment découvert le thé. Comme c'est un pays anglophone, c'est vrai que c'est des gros producteurs de thé, surtout leur gré. Et c'est vrai qu'il y avait des super thés et c'est quelque chose que je ne connaissais pas, comme j'étais surtout un buveur de café. Après le thé, je l'ai découvert aussi par hasard. C'est simplement en faisant une plantation à la maison. Voilà, j'ai trouvé un arbuste qui s'appelle le théier, le Camellia sinensis, que je ne connaissais pas du tout. Je suis de nature curieuse. C'est peut-être le voyage qui fait ça aussi, de vouloir découvrir les choses. Je me suis renseigné. J'ai vu que le climat se prêtait très bien en Chalosse. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut ici. Du coup, j'ai décidé de me lancer dedans.
Cette volonté de se diversifier, parce que tu aurais pu au final, à la grippe aviaire, ça s'est un peu tassé ici en tout cas, j'ai vu que ça repartait un petit peu, mais il y a le vaccin, etc. La situation a l'air de se normaliser. Tu aurais pu t'installer juste sur canard maïs, le schéma traditionnel, non? Ou est-ce que la grippe aviaire, t'as un peu fait le déclic en te disant, faut que je apporte autre chose à l'exploitation pour diversifier le risque? On ne sait pas ce qui est fait de quoi est fait demain. Donc en fait, la grippe aviaire, pour l'instant, c'est assez. C'est vrai qu'il y a le vaccin, il y a le confinement. Les choses se tiennent très bien aujourd'hui. Mais je pense qu'une diversification, c'est quand même très important sur une exploitation. Il faut partager les risques, partager les revenus. C'est aussi l'occasion d'avoir une super expérience parce que c'est une plante que je ne connaissais pas du tout. C'est quelque chose qui est arrivé complètement par hasard, mais finalement aujourd'hui qui me passionne. Donc je pense que la diversification, c'est à la fois un avantage économique, c'est un avantage personnel aussi parce que on peut s'intéresser à d'autres choses derrière. Voilà, là aujourd'hui, c'est quand même un gros risque que j'ai pris parce qu'il y a très peu de références dessus. C'est une plante quand même particulière qui s'adapte très bien mais qui a besoin qu'on l'aide. Oui, c'est de la diversification. Je pense que c'était quelque chose qui s'imposait à mon installation. Ouais. Mais tes parents et tes voisins, ils t'ont dit quoi quand t'as expliqué que t'allais faire du thé en Chalosse? Alors les voisins, je ne sais pas ce qu'ils disent quand ils ferment la porte. Mais devant, ils disent que c'est super. Voilà. Et mes parents, non, mais après mes parents, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont soutenu à fond. Parce que dès le moment où j'aurais dit que je voulais essayer de planter juste quelques pieds comme ça, ils m'ont dit il faut en planter assez pour voir ce que ça donne. Ils ont toujours été un peu novateurs pendant toute leur carrière. Ils ont toujours essayé de lancer des choses, les stages de cuisine, le musée à la ferme, les visites découvertes. Enfin, voilà, ils ont toujours fait plein de choses. Et je pense que c'est une valeur qu'ils m'ont transmise et qui est très importante. Toujours d'innover, être en avance, avoir un pied d'avance sur le reste. Et donc je pense qu'ils sont très contents, ils me soutiennent à fond, ils viennent pas mal m'aider aussi, donc c'est une bonne chose. Et alors, pourquoi tu juges que les Landes, on a un climat qui est adapté à la production de thé? De quoi il a besoin le thé? Le thé, il a besoin, alors c'est une plante de sous-bois, mais quand même besoin de soleil. Il a besoin de pas mal d'hygrométrie. On l'a vu cet hiver, je pense qu'on l'a. Il n'a pas besoin de trop de vent, c'est un avantage qu'on a ici en Chalosse, c'est que c'est quand même arboré, donc on peut être protégé. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de faire un investissement différent et de faire une production différente en le couvrant, en me protégeant plus du soleil. Pour le décrire aux auditeurs, ouais, c'est des voilages au final que tu as posés au-dessus du champ pour protéger des UV. Oui, tout à fait. En fait, c'est des voiles d'ombrage donc qui réduisent la luminosité de 50%. Mais les voiles blancs, c'est surtout fait aussi pour refléter les UV qui ne vont pas venir brûler les feuilles. Le soleil dans les Landes, c'est un gros avantage. C'est très bien pour aller faire du surf, mais ça peut être un inconvénient, par exemple, pour le théier, qui peut venir brûler les feuilles. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et de rajouter un filet brise-vent pour mener au mieux la culture, pour mieux la contrôler et pour éviter justement que le vent vienne me casser les pieds, surtout quand ils sont petits comme ça et qu'ils sont plus fragiles. Et alors bon, une fois que tu as fait tes petits tests, que tu t'es dit que tu étais dans un terroir qui pouvait être propice à la production de thé, comment tu t'y es pris pour monter l'affaire au démarrage? Parce qu'il faut commencer par quelque chose, peut-être la formation, qu'est-ce que tu as fait? Alors au démarrage, j'ai fait simple, j'ai pas trop réfléchi quand même. J'ai trouvé donc Denis Mazerolles, qui est le pionnier du thé en France, qui a ramené beaucoup de variétés. Donc je l'ai contacté, je suis allé visiter chez lui, il m'a ouvert ses portes. En Bretagne? En Bretagne, tout à fait. Et du coup, il m'a ouvert ses portes, il m'a montré ses champs de thé, ses zones expérimentales. De là, on a goûté son thé, qui est complètement différent des thés qu'on peut acheter dans le commerce. Et donc ça m'a donné envie, on a acheté 500 plants, ça c'était en novembre 2022. Malheureusement l'hiver 2022 c'était très pluvieux, donc je les ai plantés qu'en mars 2023, qui n'était pas une bonne option parce qu'ils sont restés pendant 6 mois à l'ombre, même en les arrosant, en petits pots ils ont quand même perdu de la vigueur. Je les ai plantés donc, au printemps, ils n'ont pas eu le temps de trop s'enraciner. Pas mal de maladies fongiques, une sécheresse, donc j'avais perdu 60 ou 70%. Faux départ un peu. Bon faux départ, j'avais un tour de retard.
Mais du coup, bon, on a rebondi quand même. On s'est dit que la saison était difficile. On a réfléchi comment on pouvait l'améliorer. C'est pour ça que, voilà, on a mis ce vol d'ombrage, on a mis ce filet brise-vent. On a réfléchi à un système d'irrigation en goutte à goutte pour amener un peu d'eau au pied, mais surtout un système de brumisation, de bassinage. Je me suis inspiré du kiwi pour amener de l'hygrométrie dans la parcelle pendant les chaleurs, pour que la plante continue à se développer, qu'on maintienne un rendement et que la plante puisse vivre. On a décidé d'en replanter autour de 1000 pieds en novembre 2023. Donc, tu n'as pas été découragé. Au Non, contraire. non, je pense que ça m'a mis peut-être un coup de l'investissement. boost. Ça a rajouté un défi supplémentaire, un nouveau challenge. Et finalement, ça a été une bonne option parce qu'aujourd'hui, les pieds se portent, dans l'ensemble, se portent bien. Quelques petits soucis, mais bon, c'est normal, ça serait trop facile sinon. Donc voilà, on s'est lancé comme ça. Après, j'imagine qu'il a fallu que les banques te suivent, peut-être, avant que tu les fait un autofinancement avec l'exploitation. Tu vas nous dire, mais si tu veux bien nous partager les chiffres, sinon c'est pas grave. Mais est-ce que ça demande un investissement important? Ton risque, est-ce qu'il est mesuré? Tu peux nous raconter cette partie-là financière? Comment tu t'y es pris? Le risque, il est mesuré. Aujourd'hui, la parcelle, elle fait à peu près 2500 mètres carrés. Donc, c'est une petite parcelle expérimentale où j'ai essayé 10 variétés différentes pour voir lesquelles s'acclimater le mieux. Et ensuite, il y aura un souci aussi de goût, de rendement. Elle n'est pas totalement finie d'être plantée. Je vais la planter, je pense, terminer la planter fin d'année. Pour le faire, oui, il a fallu aller voir la banque, expliquer au banquier que je voulais planter du thé dans les Landes, lui dire que ça poussait, sans aucun chiffre, sans rien. Tombé sur un jeune banquier et qui a été super, qui m'a complètement suivi dans le dossier, qui m'a très bien défendu. Et du coup, ils m'ont suivi pour la plantation. Une plantation comme ça, aujourd'hui, on se rapproche à peu près d'un hectare de kiwi. Donc je pense qu'on est entre 50 et 60 000 euros de pied. Si on rajoute la couverture, l'irrigation, en fait, on arrive à un kiwi entre 80 et 100 000 euros par hectare. Ce qui est quand même très conséquent. Ouais. Donc il y a une vraie prise de risque. Écoute, je te propose, on entend un peu le vent dans les micros. Je voudrais pas que ça dérange les auditeurs. Je te propose qu'on aille poursuivre la discussion sur ta terrasse parce qu'en plus il y a une très belle vue, donc autant en profiter. À tout de suite. Bon, nous voilà revenus sur ta terrasse au calme. J'aimerais bien qu'on parle de la production, en fait, de la culture du thé. Déjà, c'est quoi les plants que tu utilises? Le plant de base, c'est quoi? Le plant de base, en fait, il est fait en Bretagne, chez Denis. C'est des plants qui arrivent, qui ont entre 2 ans et 4 ans, donc selon ce qu'on choisit. Et ensuite, les plants, donc la variété, c'est variété sinensis. Moi, j'ai choisi d'avoir 2 variétés supplémentaires. Le Camellia sinensis, variété sinensis. Et ensuite, je suis parti aussi sur le Camellia sinensis, variété assamica, qui lui vient de la région d'Assam, donc l'ouest de la Chine, vers le Sri Lanka et tout ça, et qui va mieux résister à la chaleur. Ok. Et alors, tu me disais que c'est une cousine du camélia qu'on connaît et qu'on a dans le jardin, quoi. Ah, mais complètement, hein. Le théier, en fait, c'est complètement un camélia. Ce qu'on a dans le jardin, souvent, c'est des Camellia japonica, par exemple, qui vont avoir l'avantage, c'est des fleurs de couleur. Moi, le Camellia sinensis, ils ont tous la fleur jaune avec le cœur, la fleur blanche avec le cœur jaune, mais c'est un camélia quand même. Et c'est quoi pour toi les avantages de cette culture? Normalement, c'est une culture facile parce qu'elle demande très peu d'eau, elle demande très peu d'engrais aussi. L'engrais, il va s'amener de manière organique, donc du compost ou ce genre de choses. Et en fait, c'est une plante qui s'adapte bien aussi au climat, qui normalement n'est pas trop fragile, qui n'est pas sensible à des maladies qu'on peut trouver ici dans la région. Donc en fait, c'est une plante avec plein d'avantages. Mais par exemple, au niveau écologique, comme elle demande très peu d'eau, elle demande peut-être un peu d'eau au moment de la plantation, le temps qu'elle s'enracine. Si on la plante l'hiver, normalement, on n'a pas besoin d'arroser derrière. Ici, on a une région l'été qui est de plus en plus sèche, avec de plus en plus de chaleur. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre un peu d'irrigation, un peu d'hygrométrie à la plante pour qu'elle continue à pousser, qu'elle souffre le moins possible. Mais ça sera peut-être que temporaire pour aider la plante à s'enraciner au début. Et les principaux points de vigilance? C'est une bonne question. Je les découvre au fur et à mesure. Il y a peut-être la partie ravageurs. Donc c'est des ravageurs du coin qui sont le puceron, la cochenille, ce genre de choses, mais qui sont très très faciles à traiter. Des produits qu'on a dans les placards avec du savon noir et du purin d'ortie, des choses comme ça. Donc pas de produits phyto. Donc, si on doit donner une définition, c'est une plante complètement écologique. Les plants qu'on a vus dans ton champ, donc ils ont passé 2 ans sous serre
déjà grandir un petit peu. Là, ça fait quoi? Ça faisait 8 mois qu'ils étaient plantés, ceux-là? C'était la deuxième parcelle? Donc, C'est la première. En fait, c'est la c'était la première parcelle. première. Ouais, Donc, ouais, tout ça à fait fait. même 1 an et demi, du coup, qu'ils sont Alors, plantés les là? tout premiers, ils ont 1 an et demi. Ouais. Ils sont plantés là depuis 1 an et demi. Les deuxièmes, oui, ça fait à peu près 6 mois. Je les ai plantés en hiver. Donc là, aujourd'hui, on voit peut-être pas forcément trop de développement au niveau foliaire cette année. Déjà parce que j'ai fait une petite taille pour qu'ils s'épaississent, pour qu'ils aillent faire des branches plutôt que monter en hauteur. Et ensuite, ils vont travailler aussi sur toute la partie racinaire. Ils vont chercher à s'enraciner. La plante, comme prenne n'importe quelle plante, son premier but, c'est de survivre. Son deuxième but, c'est de se reproduire. Donc elle va chercher vraiment à s'implanter pour se développer après derrière et pouvoir se reproduire. Ouais. Mais mine de rien, donc c'est des plants, il y en a certains qui ont quasiment 4 ans, mais c'est encore tout petit, quoi. Ça fait quoi? Ça fait 20 cm de... 30, allez, 30 cm de haut? Ouais, 30-40 cm pour les premiers. Après, c'est des plants, ils ont 4 ans. Donc soit ils sont issus de boutures. Donc quand on les bouture, ils ont juste un peu de tige avec une feuille. Le temps qu'ils développent les racines, qu'ils grandissent et tout ça. Ils sont un peu taillés pour qu'ils s'épaississent. Donc, oui, c'est une plante qui va quand même assez doucement. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut 7 ans pour la pleine production. Peut-être qu'il faudra un peu plus. Peut-être un peu moins, on verra comment elles s'adaptent. Je pense qu'elles vont commencer surtout à pousser l'année prochaine. Cette année, entre les stress de la sortie de serre, la sortie de la chaleur, elles étaient dans un cocon chaud et tout ce qu'il faut, avec un peu d'eau, avec du terreau. Là, on les met dans une terre un peu plus lourde, où il y a un peu d'argile. Donc, on va dire limono sableux. C'est une terre un peu lourde mais profonde. Quand j'ai planté les piquets, il a fallu que je creuse plus d'1 mètre, entre 1 mètre et 1,20 m de bonne terre, de terre végétale. Donc c'est un sol assez profond, donc du coup elles sont quand même bien, mais elles sortent d'un petit cocon, un petit cocon chaud. Il faut qu'elles s'adaptent, il faut qu'elles résistent au stress. Enfin, c'est quand même pas évident pour elles, donc voilà, elles vont pousser l'année prochaine. Donc toi, tu prévois de ramasser tes premières feuilles de thé à partir de quand, tu penses? Je pense 3 ans, je pense que je vais les laisser tranquilles. Peut-être faire des toutes petites récoltes sur les premiers plants que j'ai plantés, mais vraiment pour essayer à mon échelle faire 1 ou 2 tasses. Et après, oui, peut-être les premières récoltes d'ici 3 ans et vraiment intensément comme à la 5e, 6e, 7e année. Ouais, c'est un métier de patience. Il faut être très patient. Mais après, toutes les cultures comme ça, de fruitières ou comme ça, il faut attendre qu'elles le produisent. Il faut les chouchouter au début pour qu'elles arrivent au maximum de leur forme en pleine production. Et en attendant, tu les regardes pas pousser, j'imagine, peut-être sur la partie volaille, enfin canard et culture. Non, mais après, j'ai hésité à y mettre un lit et dormir avec elle pour les rassurer un peu. Je sais pas si tes parents vont être d'accord. Tu vas commencer à coûter cher l'exploitation. Mes parents, je sais pas, ma compagne peut-être un peu moins. Mais non, après, j'y suis quand même souvent. Même s'il n'y a pas grand-chose à faire, il y a toujours un petit truc à faire. Là, je passe régulièrement à lever les petites graines pour essayer de les fatiguer le moins possible. Je les paille, le temps de mettre l'arrosage, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc j'y vais quand même très régulièrement. Mais après, oui, je me concentre quand même sur l'activité canard, l'activité culture, qui aujourd'hui sont clairement ma source de revenus. Je le fais au mieux, mais je me concentre quand même sur le reste, quoi. Pourquoi tu les pailles? On a vu, il y a du foin autour de tous les plants. Alors un jour, il y a un grand philosophe qui m'a dit si tu veux travailler intelligemment, réfléchis comme un feignant. C'est que là, je commence à en avoir marre d'arracher de l'herbe, clairement. Ok. Donc j'ai mis une belle couche de foin. Alors c'est pas de la paille, j'ai mis du foin parce que c'est un meilleur ratio azote-carbone. Donc ça va venir se détériorer, m'amener de l'azote et de la matière organique. Donc il y a cette partie, donc amendement, et la partie aussi, éviter que les mauvaises herbes poussent. Et est-ce que, donc une fois, mettons, imaginons là, ça va hyper bien pousser, c'est quoi là, et donc le truc tourne et tout, c'est quoi la saisonnalité d'une plantation de thé? Si on part du début de l'année, on va dire au printemps, il y a un peu de taille à faire pour bien les former. Au début, c'est surtout tailler pour qu'ils s'épaississent, qu'ils grandissent, que toutes les branches grandissent uniformément, que ça crée une haie. En fait, ils sont plantés tous les 60 cm et le but c'est que ça fasse une haie comme un laurier, mais à 1,20 m, 1,30 m de hauteur pour avoir être à hauteur d'homme pour la récolte. Et ensuite, les récoltes elles commencent au printemps, donc selon la saisonnalité, quand arrivent les premières chaleurs, l'humidité, on commence à ramasser en avril et ensuite il y a une récolte. Ça dépend quand on récolte, soit tous les 15 jours, tous les mois. Enfin, il faut passer très régulièrement, ramasser, selon ce qu'on veut ramasser. Si on ramasse que le bourgeon, si on ramasse plus de feuilles. Et ça dure jusqu'à
peut-être septembre, octobre pour les derniers. Il y a peut-être un peu d'engrais organique à ramener, un peu de paillage à faire, un peu d'irrigation s'il y a besoin. Et ensuite, l'hiver, c'est repos pour tout le monde. Et comment se fait la récolte? La récolte, tout se fait à la main. Moi, c'est ce que j'ai prévu pour l'instant. Donc, bon, pour l'instant, j'ai une petite surface. C'est une parcelle d'essai aussi. Si j'en ai à développer, peut-être que je réfléchirai différemment. Donc, la récolte, c'est surtout à la main pour maintenir la qualité. Dans d'autres pays, ils ont réussi à le mécaniser, soit avec une sorte de taille qui vient aspirer en fait et l'amener dans un sac de jute, ou alors avec des machines qui viennent couper la feuille et viennent les aspirer, des sortes d'automoteurs. Plus on le mécanise, plus on va perdre de qualité derrière aussi. C'est la feuille que tu ramasses, quoi, au final, le thé qu'on a ensuite, parce que nous, on ne voit plus que le thé dans le sachet, c'est des petites particules, quoi. Toi, c'est la feuille que tu ramasses entière. Ouais, en fait, on ramasse le bourgeon. Donc, on va ramasser le bourgeon jusqu'à 5 feuilles. On ramasse que les jeunes pousses, les feuilles souples. On les reconnaît facilement parce qu'elles sont vert clair à côté des autres feuilles du camélia qui sont quand même vert foncé. Et en fait, on va revenir ramasser ces feuilles. On peut ramasser donc soit ce qu'on appelle par exemple le thé impérial, le bourgeon plus une feuille, ou alors on va venir ramasser plus de feuilles, ce qui peut augmenter le rendement, mais par contre on va diminuer en qualité du thé. Donc plus on va ramasser de jeunes feuilles, on ramasse jusqu'à 5 jeunes feuilles, et plus on va diminuer la qualité. Ok, donc en fait, les feuilles, plus la feuille est proche du bourgeon, plus c'est une feuille de qualité pour faire du thé, c'est ça, à peu près? Oui, tout à fait. C'est le bourgeon en fait je pense que c'est le bourgeon qui va venir amener le goût avec Ok. la première jeune pousse. Et plus on descend, plus en fait c'est les premières feuilles qui sont sorties, donc moins elles seront souples aussi. Ce qui fait qu'avec un même pied, tu peux faire un thé de très grosse qualité en prenant que le bourgeon, un thé de bonne qualité en prenant les premières feuilles, et après un thé un peu plus Ouais, accessible exactement. En ramassant les autres. Tout à fait, C'est exactement. pratique. Un pied, plusieurs C'est gammes. pratique. Après, la qualité, je pense qu'elle va pas que par là. La qualité, elle peut venir aussi du terroir. Et c'est un peu comme le vin, hein. Selon le terroir, le goût sera différent. Donc, c'est des variétés ou des cultivars, plus communément, qui vont s'adapter au mieux, qui vont donner des goûts différents. Un ensoleillement, enfin, il y a plein de facteurs qui vont jouer quand même dans la qualité du thé. La couverture, elle m'amène cette partie un peu sécurité pour casser les UV, pour pas venir brûler les feuilles, mais elle amène aussi un côté qualité avec des thés qui seront beaucoup moins amers que s'ils étaient en plein soleil. Et ça m'amène à la question de l'auditeur, c'est Coralie, qui te demande quelle est la différence entre le thé noir et le thé vert. Est-ce que c'est les variétés utilisées ou est-ce qu'il y a autre chose? Merci Coralie pour cette super question. Honnêtement, dans le processus, je ne suis pas encore totalement calé. J'ai quelques petites bases à force de bouquiner. Avec un même pied, on peut faire du thé blanc, on peut faire du thé vert, on peut faire du thé noir, on peut faire du thé bleu, dit le thé oolong, on peut faire du thé rouge, comme tu as dit, ça existe aussi, ou du thé jaune. Enfin, il y a beaucoup de thés différents qui viennent surtout de régions, on va dire, asiatiques différentes. La différence se fait surtout dans le processus, même si certaines variétés s'adaptent mieux à certaines productions. Le thé blanc, lui, va pas être du tout oxydé. On va venir le sécher quasiment directement. Le thé vert, lui, va être légèrement oxydé. On va le chauffer très fortement dans un wok. On va venir le rouler et le sécher après pour casser complètement l'oxydation. Quand tu dis oxydé, c'est qu'il prend l'air libre et l'humidité, c'est Ouais, ça en c'est gros? ça. C'est avec l'air et l'humidité, en fait, il va s'oxyder. Il y a des enzymes qui vont arriver et c'est ce qui va faire cette coloration et ce goût au thé. Et du coup, le thé noir va être beaucoup plus oxydé et il y a encore une autre méthode à faire. Les méthodes, elles sont quand même s'il y a des bases, il y a quand même beaucoup de méthodes. Selon où on aille, selon quel thé on veut, on peut avoir un thé vert fait avec plusieurs méthodes. On peut avoir un thé vert séché avec de la vapeur. Voilà. Il y a plein de choses différentes qui existent. Mais en gros, ce que tu nous dis, c'est que c'est la même variété, ça, avec un même plan. On peut faire tous les types de thé. En fait, c'est le processus de transformation après le champ en fait, qui fait qu'on a un thé soit vert, soit noir, soit blanc, soit bleu. Ouais, tout à fait, exactement. La variété, c'est Camellia sinensis. Et ensuite, c'est les cultivars. Il y a une dizaine de cultivars que j'essaye, qui viennent de plein de régions. J'en ai qui viennent de Géorgie, de Chine. J'en ai qui sont un peu d'inconnus, mais qu'on suppose qu'ils viennent d'Inde. Des variétés, des cultivars qui viennent d'un peu partout. Avec ces mêmes cultivars, il vaut mieux peut-être faire un thé vert, un thé noir, parce que ça s'adapte quand même Ouais. beaucoup mieux. C'est un peu du travail de sélection aussi.
Mais avec ce cultivar, on peut faire tout l'été et c'est vraiment la transformation qui va faire en fait le thé différent derrière. Il y a des thés qu'on peut travailler par exemple au champ, des choses que je ne sais pas si elles se font en France aujourd'hui, je ne pense pas, mais par exemple un thé matcha qui va être complètement couvert, qui va augmenter l'azote dans la feuille et c'est un thé qui va être broyé derrière, faire une Oui, sorte j'ai de vu que poudre de c'était le thé. fait que ça soit à l'ombre qui augmentait la chlorophylle, qui faisait que ça avait une couleur plus verte Exactement, et que tout à pour fait. le coup, il le chauffait direct pour garder cette couleur verte un peu pétard quoi, pour le C'est thé ça. matcha. Tout à fait. C'est ce genre de choses en fait où on va travailler vraiment sur la culture en plein champ pour faire un thé différent. Mais le thé, on va dire de base, que ce soit blanc, vert ou noir, c'est vraiment la transformation qui va changer. Et après, par contre, tu peux rajouter des arômes ou des fruits ou des épices ou des trucs comme ça derrière, quoi, qui ajoutent encore de la diversité dans les thés qu'on goûte. Ah oui, oui, clairement, mais je pense qu'ici, autant dans le coin, on a plein de fruits différents. On peut avoir le kiwi de Hadour. Je suis sûr qu'on peut faire plein de choses vraiment atypiques et vraiment locales. Après, si on veut vraiment faire un thé de qualité, thé par exemple impérial, comme on parlait tout à l'heure, ou vraiment travailler sur la qualité sur les autres thés, je pense que c'est dommage de venir implémenter des fruits comme ça dedans. Il faut travailler sur un thé peut-être un peu moins de bonne qualité pour venir Oui, découvrir faire plein des d'autres agréments. saveurs. Quand on discutait avant d'enregistrer l'épisode autour du café, là, tu comparais ça beaucoup au vin. C'est venu plusieurs fois. Comme le vin, comme le vin. Il y a quoi? Il y a les terroirs qui sont un peu Mais ouais, il qui y a sont importants. le terroir, la terre, l'orientation de la parcelle, le type de sol, il peut y avoir le climat, il y a plein de choses qui se différencient. Je suis sûr que selon le cultivar qu'on va choisir, on aura un goût différent. La méthode de transformation, de travail qu'on va faire sera encore différente. Si on va encore plus loin, il y a des assemblages dans le vin. Aujourd'hui, ça se fait, par exemple, l'assemblage se fait dans le thé industriel. On va chercher un goût neutre qu'on ait dans chaque sachet de thé, et un goût complètement identique. Et si on veut travailler ça, mais vraiment sur la qualité, aller chercher un goût optimal, vraiment quelque chose qu'on veut, on peut travailler avec tout ça. Et tu me disais qu'il y avait même des écoles pour apprendre à déguster le thé. Comme des écoles d'œnologie du thé, quoi. Oui, oui, il y a complètement des œnologues du thé. Ça existe avec des personnes vraiment reconnues dans le métier. Il y a des formations pour ça, pour vraiment aller chercher le goût, comme on disait, comme dans le vin. On va chercher certains goûts, vraiment reconnaître les saveurs du thé. Et il y a ces formations, je pense qu'elles sont intéressantes à faire, que ce soit pour le professionnel, pour les agriculteurs, mais aussi pour les amateurs de thé, pour vraiment apprécier le thé, comme on apprécie un grand verre. Tu disais que tu bouquinais beaucoup, etc. Tu trouves beaucoup de littérature sur voilà, comment faire sa plantation de thé, comment faire ses processus de transformation qui sont, tu l'as dit, très différents d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, etc. Parce qu'il y a un vrai savoir-faire, notamment en Asie, où je pense qu'ils ont payé les pots cassés avant les autres. Donc où j'imagine que tu peux tirer un peu de leur expérience. Ouais, la culture thé, elle est pas nouvelle dans le monde. L'Asie, c'est millénaire. Donc, il y a quelques référentiels. Alors, des référentiels qui ne sont pas forcément français, donc il y a quand même un travail de recherche à faire. Des personnes qui ont innové en France, qui ont amené le thé, qui ont créé des bouquins où il y a des informations dessus, qui sont principalement en Bretagne. Donc, de Bretagne, ils n'ont peut-être pas les mêmes problématiques qu'au sud de la France. Donc, c'est aussi personnellement aller rechercher ces informations. Mais c'est des informations qui sont quand même assez difficiles à trouver. Je pense que le thé, c'est quand même un secret. Et tout le monde ne veut pas partager tout son savoir. Donc il faut vraiment aller chercher et relayer toutes les informations, les mettre bout à bout pour avoir quelque chose vraiment de cohérent. Oui, et puis j'ai l'impression que, notamment, je t'avais dit que j'étais allée au Japon voir, j'avais interviewé Mehdi qui était maître brasseur là, de saké, et il racontait ça, qu'il y a une culture très orale et de la transmission orale, mais il n'y a rien qui est écrit sur le papier. Lui, par exemple, il était sidéré de voir que tout le savoir-faire du saké, dans sa brasserie, il n'y a rien qui est écrit sur les étapes de transfo, etc. Et puis, il n'y a rien qui est expliqué, quoi. Lui, il est arrivé, on l'a fait bosser, il a imité les autres, mais il a appris vraiment en faisant. Mais il n'y a pas ce truc qu'on a en France... voilà, de tout écrire pour que le savoir se perde pas, quoi. Là, il y a peut-être pas ça aussi. Et ouais, peut-être pour une fois qu'on peut piquer quelque chose aux Chinois ou aux Japonais, c'est l'occasion. D'habitude, c'est l'inverse. Mais finalement, en fait, ils savent vraiment garder les secrets. C'est quand même très difficile à trouver. Il va falloir que tu ailles là-bas. Je vais y aller, mais si tu viens me traduire, parce que Ah oui, ça c'est sûr que je vais pas déjà t'aider. que le français, des fois, c'est compliqué. Je vais pas t'aider. Et on va arriver à la fin de cette discussion, mais ça m'amène à la minute économie du podcast. On l'a dit, tu t'espères récolter d'ici 3 ans
tes premières feuilles. Donc, les transformer, tu sais pas encore trop comment, mais bon, tu vas tester en faisant, quoi. Et après, sur la partie vente, commercialisation, comment tu comptes t'y prendre? Mais la partie commercialisation elle va se faire tout simplement en vente directe. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière vraiment précise comme il existe pour d'autres cultures en France. Il n'y a pas de grands groupes qui rachètent du thé, comme c'est une culture toute nouvelle. Je ne veux pas dire de faux chiffres, mais il y a peut-être 15-20 producteurs qui le commercialisent aujourd'hui en France. Il commence à y avoir quelques associations comme ça qui se montent. Donc toute la transformation, la vente directe, la vente sera du coup en direct. Soit directement à la ferme, soit via des magasins de producteurs avec qui je travaille aujourd'hui. Après, si on veut parler aussi de prix, le prix de production, on en a parlé tout à l'heure, et je pense que c'est ça qui va définir le prix de vente. Aujourd'hui, je ne peux pas fixer un prix de vente parce qu'il faudra que j'adapte mon prix de vente à mon coût de production. Il n'y a pas de référentiel qui existe. Les premiers prix, c'est ceux qui ont commencé à faire du thé qui l'ont mis en place. Si on parle par exemple d'un système industriel, sans citer de marque, en grande surface, on va trouver des thés entre 50 et 100 euros le kilo. Des thés un peu plus de qualité sur des entreprises vraiment spécialisées en thé, on peut monter à 250 euros le kilo. Mais des thés vraiment produits en France, des thés de qualité, on connaît la traçabilité, on tourne plus entre 800 et 2000 euros le kilo. Ah ouais. Donc c'est quand même beaucoup plus important. C'est peut-être des thés qui ne seront pas accessibles à tout le monde, ça va se démocratiser, ça va réduire parce que les surfaces peuvent augmenter, les charges fixes peuvent diminuer aussi pour les agriculteurs. Il faut y voir aussi l'avantage là, c'est que il y a la partie économique qui est importante pour l'agriculteur. Mon but c'est peut-être d'en vivre aussi derrière. Je trouve que c'est très important. Tu peux enlever le peut-être, oui. Ça serait quand même bien que ça t'en serait vives. très bien, oui, tout à fait. Ça serait mérité, en tout cas, vu l'investissement que tu mets. Ça serait mérité, ça serait fabuleux parce que c'est un projet où je pars complètement à zéro et je passe énormément de temps, j'y mets énormément d'énergie. Mais il faut voir l'avantage, donc il y a un avantage économique, du coup, avec un prix qui me permettrait par exemple d'en vivre. Mais il y a un gros avantage aussi, on va dire, écologique, environnemental, c'est que le thé, pour qu'il aille dans la tasse du consommateur, il ne va pas faire 10-12 000 km par avion, il ne va pas traverser le monde. Il y a une traçabilité, on sait d'où il vient. En France, on est très fort pour ça, on sait faire des labels, il y a des contrôles, il y a des certifications. Et donc, il faut y voir aussi par là, hors le prix, il faut y voir quand même la qualité et toute la partie traçabilité. Ce qui coûte cher, c'est quoi? C'est le fait effectivement, tu l'as dit, qu'on n'ait pas beaucoup de quantité et que tout se fasse manuellement, j'imagine. La partie manuelle coûte très cher. La main-d'œuvre en France est complètement différente que si on prend par exemple une main-d'œuvre dans l'Europe de l'Est ou en Asie. Il y a le prix de la mise en culture. Là-bas, il doit y avoir des filières qui existent, des plants qui sont quand même moins chers, ce qui est normal. Donc là, le prix de la mise en culture est quand même plus élevé, il y a plus de risques. Puis tu me disais combien ils plantent de pieds par hectare, eux, versus nous ici? Eux, ils peuvent monter entre 40 et 50 000 pieds par hectare. Ici, en France, sur les premières plantations, ça tourne autour de 8 000 pieds. Donc si on arrive à le densifier un peu, on peut monter à 10-12 000 pieds. Plus on va resserrer les pieds, plus l'entretien est difficile mécaniquement, donc plus c'est manuel. Et plus obligatoirement, plus ça va coûter cher derrière. Ouais, alors qu'eux, ils font tout manuellement, mais avec une main-d'œuvre qui coûte clairement, beaucoup, tout à fait. Beaucoup moins cher. Et oui, et alors on parlait de vente directe, mais tu as quand même un gros avantage, c'est que ta clientèle, elle est déjà développée grâce au canard. Tout à fait, oui, on a une clientèle quand même fidèle, il faut appeler un chat un chat. On a une clientèle qui revient souvent quand on en discute avec eux, parce que le sujet vient de plus en plus, comme on est en train de développer, on en parle de plus en plus. Donc les gens sont très intéressés. Mais les copains avec qui on en discute, des gens avec qui on croise, avec qui on en parle, qui sont aussi intéressés. En fait, rien que le fait de savoir qu'on peut faire pousser du thé en France, localement en Chalosse, sur la commune de Montaut, et je dirais même le hameau de Broca, qui est la capitale quand même du monde. Tous les agriculteurs me disent que leur hameau est la capitale du monde dans l'épisode, je pense. Il faut être chauffé, c'est important. T'as raison. Mais en fait, c'est rien que le fait de pouvoir goûter un thé qui vient d'ici, c'est quand même très intriguant. Et la partie commercialisation, c'est ce qui me fait le moins peur. Mais tant mieux. Et bien, écoute, j'espère que... on refera un épisode ensemble dans 3 ans. Parce que je te disais, j'aimerais faire des épisodes Que sont-ils devenus? Et donc, tu seras réinvité pour que tu nous racontes la suite des péripéties et où c'est que t'en es. Mais n'empêche que, du coup, je pense qu'on l'a bien compris dans l'épisode, mais c'est un vrai projet entrepreneurial et avec une prise de risque. Et au final, tu
t'es un vrai entrepreneur, quoi, là. Tu testes, tu essaies, ça capote, tu repars. Ah oui, Ça te plaît, cette dimension-là? Ben ouais, Ou ça te stresse? Non, j'ai toujours aimé ça. Je suis parti, en fait, ça, je pense, j'ai découvert quand je suis parti à l'étranger, quand je suis parti en Australie. Je suis parti avec un sac à dos, une bouteille d'eau et 3 habits pour me changer. Et en fait, j'ai trouvé le goût de l'aventure, le goût du challenge. Et j'ai toujours fait ça dans les métiers qui ont suivi. J'ai eu des métiers variés, j'ai eu des métiers hyper passionnants. Mais j'ai toujours essayé d'amener mon petit grain de sel, essayer de faire de nouvelles choses, toujours avancer, toujours innover, avoir une pointe d'avance. Je le fais avec les cultures où j'ai mis par exemple des essais avec la Fédération Écuma sur des modulations, quelque chose de très poussé, de pousser au maximum. Et ce challenge, ce goût du risque, on va dire, ça vient peut-être aussi de la course landaise. J'ai écarté quelques années. Donc, oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit que tu es écarteur de course landaise. Donc voilà, cette adrénaline et le plaisir de rechercher, d'aller au maximum que je puisse faire, c'est quand même chouette. Ouais. Et d'éviter les tumades. Comme on aussi, dit si chez on nous. peut, ça peut être c'est quand la vache nous rentre dedans. J'avais fait un épisode pour les auditeurs sur la course landaise avec Loujain Desbourros, okay. qui est pas triste comme épisode. Donc je vous le recommande. C'est Jean Barrère de son nom que j'ai écrit sur le titre de l'épisode, je crois. Écoute, super, je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'investir dans l'agriculture et d'être agriculteur? Mais ce qui me rend fier, c'est de faire un rêve de tout petit, déjà. Je pense que c'est le plus important, aimer ce que je fais. Toujours aller chercher, innover. L'agriculture, c'est quand même une porte très, très grande ouverte. On peut faire tout ce qu'on veut. Il faut juste s'en donner un moyen, avoir un peu d'audace, un peu de courage. Et c'est ce qui est passionnant. Et pas compter son temps quand même. Au passage. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous, pour qu'on étale notre science la prochaine fois qu'on est au salon de thé ou qu'on prend le thé avec des copains Mais, par exemple, le thé, c'est une culture d'avenir parce que le thé, c'est quand même la deuxième boisson la plus consommée au monde, avec 60 milliards de litres, ce qui est quand même considérable. Ah ouais. Deuxième après quoi? C'est l'eau la première, j'imagine? Au début, j'aurais dit le Ricard, mais je pense que l'eau est quand même pas mal. Je pense que, ouais, même si le Ricard a de l'avenir aussi, mais je ne sais pas. Mais bon, je pense qu'effectivement, je nous souhaite que ça soit l'eau la première en tout cas. Et enfin, dernière question, mais aussi qu'on peut suivre ton actualité, suivre tes aventures, commander des foie gras, mine de rien, ou du canard, si on veut. Ou est-ce que tu as un site internet, des réseaux sociaux? Mais vous pouvez venir déjà nous voir à la ferme, on est toujours la porte ouverte. Il ne faut pas hésiter à venir, voir comment on produit. Et ensuite, on a un site internet, c'est fermedotosia.com, ou un site qu'on est en train de restructurer. Je revois un peu toute la partie marketing, j'essaye de la rajeunir un peu. Donc voilà, on a un site internet et les réseaux sociaux où j'essaye de mettre de temps en temps ce que je fais de ma journée et montrer quel est mon métier. Ok, très bien. Ferme de Tosia, Tauzia, pour c'est ceux ça. qui veulent. Super, et merci beaucoup Mathieu pour tout ton temps et pour ton partage. Merci à toi. Et puis je pense que tous les auditeurs se joignent à moi pour te souhaiter bon courage et on espère que quand on revienne te voir, on puisse goûter ton excellent thé. Merci beaucoup. À très bientôt, à salut. Bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.